Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Au sommaire aujourd'hui, nos élus entre immunité et impunité, Uber contre les gens qui veulent bosser et les JO en mal d'esprit sportif. Vendredi dernier, le parquet national financier a ouvert une information judiciaire à l'encontre de François Fillon, qui pourra donc, si les juges l'estiment utile, être mis en examen. Fillon a annoncé qu'il irait jusqu'au bout de la campagne, contredisant ainsi ses précédentes déclarations, disant qu'il s'en retirerait s'il faisait l'objet d'une mise en examen. Si j'étais mis en examen, je considérais que je ne suis pas en mesure d'assurer la direction du pays dans des conditions Donc exemplaires. c'est une question morale. Oui, c'est une question morale, bien sûr. Je serai convoqué le 15 mars par les juges d'instruction afin d'être mis en examen. Vous êtes candidat, vous seriez mis en examen, est-ce que vous seriez candidat? Non, je ne serai pas candidat. Non. Non, certainement pas. Je ne céderai pas, je ne me rendrai pas, je ne me retirerai pas. J'irai jusqu'au bout parce qu'au-delà de ma personne, c'est la démocratie qui est défiée. You can't stop me no matter who you are. Le candidat soupçonné de détournement de fonds publics et de trafic d'influence s'est trouvé une alliée bien inattendue en la personne de sa rivale à l'élection présidentielle Marine Le Pen. Cette dernière, impliquée dans une affaire d'emploi fictif d'assistants au Parlement européen, a demandé à ce que la justice se tienne à l'écart pendant la campagne. Elle a ainsi, après avoir refusé de se rendre à une audition où elle était convoquée en tant que témoin, invoquant l'immunité parlementaire conférée par son statut de députée européenne, réclamé une trêve judiciaire durant les 7 semaines qui nous séparent de l'élection, afin de ne pas perturber le jeu démocratique. Principe essentiel, qui est celui d'un usage républicain, qui veut que pendant un rendez-vous électoral important, et la campagne présidentielle en est un, il y ait une trêve judiciaire. Est-ce qu'il est mis en examen? Non. Il sera mis en examen? Je n'en sais rien. Non. Vraisemblablement Ah, vous êtes pas. juge? Non, mais je sens que maintenant que la présidentielle a commencé, c'est terminé. On va pas Alors, Dieu soit mettre en loué. examen. Ça veut dire qu'on fait plus du droit, mais que parce que la présidentielle a commencé, il serait absous de tous ses péchés. C'est une tradition républicaine. Oui, bien sûr. Pendant le temps de la campagne, eh bien, il faut s'attacher à répondre aux préoccupations de la campagne. Étonnante sortie de la part d'une candidate dont les discours tendent habituellement davantage à fustiger l'impunité dont bénéficient les élus accusés de corruption et à exiger réactivité et fermeté de la justice, plutôt qu'à demander à cette dernière de faire preuve de souplesse envers un système apportant chaque semaine son lot de scandales impliquant nos élites, quitte à montrer une certaine connivence envers ces dernières et à accepter le fait que les politiques seraient au-dessus des lois. Est-ce qu'on a le droit, comme ça, de ne pas répondre à une convocation policière ou judiciaire ? Pour le cas de Marine Le Pen, oui, effectivement. Figurez-vous qu'elle est députée européenne, donc à ce titre, elle jouit d'une immunité parlementaire. Et la présidente du FN de promettre entre les lignes des mesures de rétorsion si elle est élue. La justice est une autorité, pas un pouvoir. Les magistrats sont là pour appliquer la loi, pas pour l'inventer, pas pour contrecarrer la volonté du peuple, pas pour se substituer aux législateurs. Dans ce contexte, après le vote à l'Assemblée nationale de la réduction des délais de prescription à 12 ans pour les affaires occultes de type corruption, dont nous avons parlé la semaine dernière, peu étonnant qu'un sentiment de méfiance s'installe durablement à l'égard d'une caste politique qui semble plus unie dans sa volonté de se protéger de la justice que dans la défense des intérêts des Français. Alors que les politiques tendent à demander toujours plus de sacrifices quotidiens à ces derniers, les révélations qui s'enchaînent concernant abus de biens sociaux, trafic d'influence, corruption et autres conflits d'intérêts ne font que renforcer un sentiment déjà bien présent que nos politiques seraient tous pourris. On voit bien qu'on assiste aujourd'hui quand même à une instrumentalisation extrêmement grave de l'institution judiciaire dans notre pays. Mais le constat que nous pouvons faire néanmoins, c'est que François Fillon se trouve aujourd'hui dans la capacité de se faire entendre par les Français. Et c'est vrai d'ailleurs aussi dans l'affaire de François Fillon, quoi qu'on en dise, et quelle que soit l'issue. Parce qu'on croit à la justice. Et ça va changer quand Marine Le Pen arrivera au pouvoir. Mais oui, parce qu'on a souffert de ça, vous comprenez? Il faut être brûlé par le feu pour savoir l'intensité de la brûlure. On sait ce que c'est. Et on sait que d'autres, comme M. Fillon, sont victimes aussi de l'exploitation médiatique et judiciaire de l'affaire.
Le jeu démocratique consiste à choisir le meilleur représentant du peuple français et de ses intérêts. Mais une démocratie effective ne tient-elle pas aussi au fait que ceux qui représentent les Français soient soumis aux mêmes lois qu'eux ? Un candidat doit-il être au-dessus de la loi alors même qu'il se présente aux citoyens dans l'espoir de recueillir leur suffrage ? Si la justice devait appliquer une trêve judiciaire dans un pays soumis à des élections presque tous les ans, comment espérer qu'elle puisse faire son travail ? Le concept même de démocratie implique une indépendance de la justice des pouvoirs politiques. Devrait-elle, comme le suggèrent certains, renoncer à cette indépendance et calquer son rythme de travail sur le calendrier électoral ? Autant de questions que l'on peut en effet poser. Mais l'on peut aussi se demander si, pour nos élus, la meilleure protection contre les poursuites judiciaires ne serait pas, au final, tout simplement de ne pas abuser de leur statut pour commettre des délits et gagner en pouvoir et en argent à nos frais. Quand on n'a rien à se reprocher, on se sent bien. Comme ils aiment à le rappeler lorsque sont votées des lois de surveillance au nom de notre sécurité, afin d'éviter des poursuites pour corruption, le mieux ne serait-il pas encore qu'il n'ait rien à se reprocher ? La firme américaine Uber, connue pour son application mettant en relation chauffeurs de voitures de tourisme et clients, et déjà noircie par des scandales en série liés à son modèle économique, se trouve à nouveau au cœur de plusieurs polémiques, incluant soupçons de vol de technologie et pratiques internes s'apparentant à du harcèlement physique, moral ou sexuel, le tout sur fond de résultats économiques décevants. Dans le même temps, la branche française de la firme se retrouve à nouveau confrontée à de vives critiques, y compris de la part des chauffeurs dépendants d'elle. Donc avec le médiateur, on a fait tous les calculs, et la fourchette pour 60 heures la semaine, c'est 700 à 1700. Et 1700, c'est le cas optimum où le gars optimise tout. Selon Uber, encore une fois, selon les plateformes. Et pour un chauffeur, 40 heures la semaine, c'est entre 0 et 1000 euros. Pourtant, à en croire certains politiques, Uber serait le modèle économique de demain et une aubaine pour de nombreux jeunes en recherche d'emploi. Pour comprendre le débat, il faut rappeler ce qu'est Uber. Uber ne salarie pas de chauffeurs, mais met en relation des travailleurs au statut d'indépendants et des clients et prélève une commission sur les revenus des chauffeurs. 1 million de chauffeurs indépendants qui n'ont ni feuille de paye, ni contrat de travail. Ces derniers sont libres de choisir leur propre rythme de travail, d'après le discours de la firme, faisant miroiter la perspective de revenus élevés. Mon entreprise, c'est le transport de personnes. Bien sûr, cette perspective, tout comme l'apparente liberté, séduit de nombreuses personnes aux profils variés. En juin 2016, on estimait à 22 000 le nombre de chauffeurs VTC et le secteur était le premier en termes de création d'emplois. Notamment, de nombreux jeunes à qui le marché de l'emploi n'offrait guère de perspective et désireux de travailler au maximum pour mettre de l'argent de côté et construire des projets, ont décidé de s'engager auprès d'Uber. Malheureusement, la firme ne semble guère récompenser cette bonne volonté. Au-delà des belles paroles, la fortune n'est pas au rendez-vous, tout simplement parce que tous les frais, comme l'achat de la voiture, l'essence ou l'assurance, pèsent sur les chauffeurs. Devant la baisse de leurs revenus, certains chauffeurs ont donc pris des mesures pour limiter les frais. Et là, vous êtes en chemise, jean, basket. C'est pas très Uber, ça. Je peux plus me permettre d'emmener mes 5 ou 6 chemises au pressing, c'est des charges monumentales. C'est 3 € la chemise. Vous imaginez ? Le costume, il faut l'emmener au pressing, c'est une somme. À cela s'ajoutent les charges liées au statut fort peu avantageux d'auto-entrepreneur, n'ouvrant pas de droit au chômage en cas de cessation d'activité ou si un chauffeur est arbitrairement désactivé de la plateforme. Antoine ne supporte plus les SMS envoyés par Uber. Exemple, ce coup de pression. Nous avons exceptionnellement décidé de garder votre compte actif, mais sachez que toute nouvelle infraction supposée à une règle fondamentale entraînera une suspension immédiate de votre compte. Et bien sûr, il y a la commission prise par Uber, passée de 20 à 25% en décembre dernier. Une fois tout cela pris en compte, les chauffeurs ne dégagent guère plus de 3,50 € de l'heure et doivent travailler 70 heures par semaine pour espérer un revenu à peine équivalent au SMIC à la fin du mois, sacrifiant au passage leur vie sociale, leur vie de famille et leurs projets. Mais il est hélas bien complexe de quitter la plateforme une fois que l'on s'est endetté pour acheter une voiture. Dès notre arrivée, le ton est donné, à visage caché. C'est des voleurs, c'est des escrocs, c'est des bandits, on est devenus des esclaves. On est des smicards de luxe. J'ai 2 enfants, j'ai une femme, j'en peux plus. J'ai plus de vie de famille. $1,000 because of you. I bankrupt because of you. Look. Yes. You keep changing every day.
What have You keep changing Hold on a every second. day. What have I changed about black? Huh? What You have I changed changed? the whole business. What? You dropped the prices. On black? Yes, you did. Bullshit. We started with $20. Bullshit. We started with $20. You know what? How much is the mile now? $2.75? You know what? What? Some people don't like to take responsibility for I their take shit. responsibility. They blame everything But in why their you life on sending an somebody email else? for town card? Good luck. Good luck to you too, but I know you don't gonna go far. Il se moque des états d'âme des gens, de leurs émotions. Il n'hésite pas à écraser les autres, à jouer des coudes pour se frayer un chemin dans le business et être le vainqueur. Fin 2016, le candidat à la présidentielle Emmanuel Macron, grand ambassadeur du modèle économique porté par Uber, déclarait sur le plateau de Mediapart que la firme offrait aux jeunes la possibilité de vivre de leur travail plutôt que de vendre de la drogue. Allez, Astin, expliquer aux jeunes qui font chauffeur Uber, de manière volontaire, qu'il faut mieux aller tenir les murs ou dealer. Mais alors que visiblement les jeunes en question ne demandent qu'à travailler, on peut déplorer que le système ne leur offre pas mieux qu'un modèle utilisant leurs espoirs pour mieux les écraser. Créer les conditions pour que chacun puisse conjuguer emploi et vie sociale épanouie ne ferait-il pas d'ailleurs partie du rôle des politiques ? Visiblement, certains, pris dans leur vision idéologique du monde, ne se posent même pas la question. Et tout de suite, notre séquence, le reste de l'actualité, en 1 minute 38 à peu près. Nicolas Sarkozy, ancien président de la République et candidat malheureux à la candidature pour la prochaine présidentielle, se console en intégrant le conseil d'administration du groupe Accor-Hôtel. De quoi faire profiter les actionnaires du groupe des réseaux d'influence qu'il a pu tisser lorsqu'il occupait la fonction suprême. Mais passer ainsi de la politique aux affaires ou des affaires à la politique, est-ce réellement sain dans un pays où les liens entre la politique et le monde des affaires est régulièrement pointé du doigt ? Est-ce le rôle d'un ancien président que d'aider un groupe privé à gagner de l'argent en échange d'une rémunération confortable ? Pas sûr que cela contribue à redorer l'image de la politique. Amazon, Zalando, H&M et 16 autres entreprises condamnées à une amende de 2,4 millions d'euros pour pratiques commerciales frauduleuses sur Internet par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. En cause, l'introduction d'éléments faux susceptibles d'induire en erreur le consommateur. La plupart se sont engagés à améliorer leurs pratiques, mais sur Internet comme ailleurs, la vigilance reste de mise lorsqu'il s'agit de grosses entreprises dont le seul but est de gagner toujours plus à nos frais, quitte à nous mentir. Le droit à l'eau potable pour tous, projet qui prévoyait notamment que toutes les communes françaises doivent mettre à disposition gratuitement des fontaines, rejeté par le Sénat. La discussion n'ayant pas été terminée dans les temps, l'examen du projet de loi est repoussé à la prochaine séance. Problème, c'est le début des vacances du Sénat et la prochaine séance aura lieu en juin. Pendant ce temps-là, les gens n'auront qu'à se débrouiller pour ne pas avoir soif. 35 paysans se regroupent pour acheter un supermarché et vendre directement aux consommateurs sous la marque Cœur de Paysans. Jolie initiative collective à l'heure où le marché de la grande distribution saigne les agriculteurs en leur imposant des tarifs trop bas qui ne leur permettent même pas de survivre. Paris et Los Angeles sont les dernières villes en lice pour accueillir les Jeux Olympiques 2024. Être pays organisateur, c'est un événement généralement considéré comme une fierté nationale, mais aussi comme une source de développement économique important, avec l'afflux de touristes ou encore la possibilité d'investissement. Pourtant, alors que certaines villes se retirent d'elles-mêmes de la compétition sous la pression populaire, comme Rome, Boston, Hambourg ou Budapest, certains considèrent que la France devrait faire de même et qu'être amoureux du sport implique de repenser la manière dont les JO sont organisés. D'aucuns estiment que le coût exorbitant de l'organisation des Jeux Olympiques n'en vaut pas la chandelle, puisque les bénéfices économiques risquent d'aller plutôt à des entreprises privées qu'aux citoyens, ces citoyens ayant à subir avant tout des conséquences négatives, comme la pollution, la spéculation immobilière, la confiscation de leur espace privatisé par les sponsors pour les équipements sportifs ou autres. Tel a d'ailleurs été l'argumentaire utilisé par la mairie de Rome pour retirer son soutien à sa propre candidature. La maire de la ville a ainsi dénoncé des jeux du béton, un rêve risquant de se transformer en cauchemar et qu'il était irresponsable d'assumer pour une ville devant penser au quotidien de ses habitants avant de se lancer dans des projets pharaoniques. Et pour devenir le centre du monde l'espace de 15 jours en 2024, Paris mise sur un budget de 6 milliards d'euros. Ces critiques ne sont pas nouvelles. Les grands événements sportifs peuvent être l'occasion de bons moments passés ensemble, mais la logique du business et de l'argent roi s'y fait de plus en plus importante, souvent au détriment du sport et de ses amateurs.
Il est maintenant admis que l'organisation des Jeux Olympiques est bien souvent un gouffre financier pour le pays qui l'organise et que les retombées économiques ne sont pas au rendez-vous pour tout le monde. Les créations d'emplois sont ponctuelles et très précaires. Les espaces d'accueil privatisés font la joie des grandes firmes qui les gèrent, comme la multinationale Lagardère lors de l'Euro de foot l'an passé, mais de plus en plus au détriment des petits commerçants et notamment des terrasses voisines. Ceux qui profitent des Jeux Olympiques, ce sont surtout quelques entreprises déjà favorisées, chargées par exemple de gérer la sécurité ou les sponsors. À cela s'ajoute une méfiance éprouvée vis-à-vis du Comité international olympique, sans cesse épinglé pour des affaires de corruption bien éloignées de l'esprit sportif qu'il est supposé défendre. Un autre problème majeur est que les politiques d'accueil se font à court terme. Ainsi, les pays organisateurs construisent massivement des infrastructures qui sont ensuite laissées à l'abandon car leur entretien est trop cher et parce qu'elles ne sont pas pensées pour servir à la population après les Jeux. À Athènes, des routes flambant neuves mènent à des installations que personne n'utilise, tandis que les rues du centre-ville auraient bien besoin d'être rénovées. À Rio, les installations utilisées l'an passé et qui ont coûté des milliards tombent déjà en ruine faute d'un usage régulier. Pendant ce temps, la population peine, elle, à joindre les deux bouts. Alors qu'au quotidien, nombreux sont les gens honnêtes et simples qui cherchent à faire vivre le sport et l'idéal des Jeux. On pense par exemple à tous les bénévoles du sport amateur qui passent beaucoup de temps à animer et à organiser des matchs ou à entraîner des enfants. Il est peut-être temps de penser une autre organisation des événements sportifs, loin de logiques financières déconnectées de notre réalité. C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis. N'hésitez surtout pas à liker la page et à partager cette vidéo autour de vous. Vous pouvez aussi nous soutenir financièrement via notre page Tipeee. Vous retrouverez Laëlia la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Fil d'actu. Salut et à la semaine prochaine.